Evelyne Ouais, Bress, bonjour. Evelyne, nous allons parler de ce roman Je veux vivre, je veux peindre, vivre presque, hein, c'est un lapsus, mais Je veux peindre et aimer aux éditions Glyph. L'histoire de Rebecca qui va nous amener de ce début de siècle, du siècle dernier, de la guerre de 14-18 jusqu'aux années 30, le parcours d'une femme. Une histoire aurait pu commencer très bien, un premier amour, et puis bien évidemment le conflit va arriver et Georges va partir juste après s'être dit qu'il s'aimait vraiment et elle est devenue une femme dans les bras de Georges la veille de... la veille de son départ à la guerre. Il part la fleur au fusil comme tous les jeunes hommes de l'époque pour défendre son pays. Et comme souvent à cette période, les jeunes hommes perdaient leur vie puisque c'était la Grande Guerre, celle qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de ravages. Et donc, mon héroïne, qui a 20 ans, se retrouve seule et désespérée, elle avait espéré se marier, avoir des enfants avec ce jeune homme, et voilà, tout est rompu. Et c'est une détresse énorme, comme on peut imaginer que les jeunes filles avaient à l'époque. Alors, vous décrivez, j'allais dire, vous peignez aussi ce conflit, cette guerre, avec beaucoup de précision. Vous êtes documenté, vous avez... Oui, tous mes romans sont toujours très documentés. C'est ce qui me passionne. Autrefois, je passais beaucoup de temps dans les bibliothèques. Aujourd'hui, on a Internet et on peut faire des découvertes merveilleuses. J'adore ça, de découvrir des choses que les autres n'ont pas vues, lues, ou je ne sais. Voilà. Alors, Rebecca, quelques mots sur Rebecca, qui est-elle? Eh bien, c'est une jeune fille qui est la fille d'un notaire catholique qui a une grande étude notariale à Nîmes et qui s'est mariée à une femme juive. Et donc, Rebecca est juive par sa mère, ce qui veut dire qu'elle est juive. Et en même temps, elle n'a pas reçu une éducation particulière et en tout cas, elle n'a pas été beaucoup aimée par sa mère et et parce que cette mère était tournée vers son mari et exclusivement vers son mari et c'était un couple qui vivait l'un pour l'autre et Rebecca n'avait pas beaucoup d'importance dans leur histoire. Et au début du roman, en même temps que Rebecca perd George, son fiancé parti à la guerre, elle va perdre aussi ses parents qui vont mourir dans un accident de voiture. Alors qu'elle était euh, en, elle étudiait à Paris aux Beaux-Arts la peinture, sa passion, eh bien la voilà héritière d'une grande maison bourgeoise à Nîmes où elle va finalement donc aller soigner sa détresse, son chagrin, et au lieu d'investir la maison, une grande maison dont elle n'a absolument pas besoin, elle va aller occuper le grenier et monter là-haut ses toiles et ses huiles pour peindre. Vous écrivez, et je crois que c'est dans c'est elle qui le dit, peindre, c'est comme respirer, boire, manger. Oui, c'est voilà, elle est née peintre. Elle a toujours, et puis d'autant plus quand vous subissez comme ça un grand chagrin, le meilleur moyen d'exprimer ce chagrin, c'est de peindre. Et elle entre en peinture comme elle rentrerait en religion, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de rien d'autre. Elle s'exprime à travers sa peinture. D'abord, au début, elle se fait beaucoup d'autoportraits pour Mhm. justement exprimer le sentiment qui l'habite et qui la ronge. Plus elle va se réparer et plus elle va descendre dans la maison, c'est-à-dire que
la maison, c'est 3 étages et le grenier, et plus elle va se guérir un peu, réparer ses blessures, plus elle va descendre les étages de la maison et plus elle va s'ouvrir aux autres et trouver le moyen de raconter d'autres histoires que la sienne. Qu'y a-t-il de vous chez Rebecca? Tout, Tout, sauf la période. sauf la période. Alors, J'ai déplacé dans le temps, mais en vérité, pour qui me connaît bien, peu de gens me connaissent aussi bien que ça, mais pour ceux qui me connaissent très bien, on peut me deviner à travers ce que j'écris. elle a un destin extraordinaire, Rebecca Messonnier, parce que elle va rencontrer, elle pensait, elle, ne plus aimer. Il y a un épisode très important, c'est que euh, elle est dans le plus profond de la détresse quand ses amis d'enfance la bousculent et lui disent c'est pas possible, il faut que tu bouges quoi, et il faut que tu sortes de cette histoire, et qui vont l'amener à Saint-Rémy de Provence et lui faire connaître un garçon, un beau jeune homme qui a une belle maison et une belle voiture et qui est réalisateur. Alors on se trouve au moment de la bascule entre le cinéma muet et le cinéma parlant, car ce jeune homme qui s'appelle Maxime a déjà réalisé quelques courts-métrages muets, mais son grand rêve, c'est de conquérir l'Amérique et d'aller proposer un rôle à Gloria Swanson et lui proposer un rôle parlant, ce qu'elle n'a encore jamais fait. Et donc, ça va être la deuxième déception de Rebecca, puisqu'elle va croire à cette nouvelle histoire qui l'a fait renaître de ses cendres. Et puis, le jeune homme, lui, préfère sa carrière à son amour pour elle, et donc il va s'embarquer pour Los Angeles, où réside Gloria Swanson, et il aura pour voisine Clara Bow, qui est une vedette montante. Et alors, ce qui m'a complètement épatée lorsque j'ai vu Babylone, le film de Damien Chazelle, c'est qu'il parle également de Gloria Swanson et de Clara Bow, et que nous sommes exactement dans la même période que mon roman. Ce que je veux raconter dans le livre, c'est-à-dire que comment faire pour concilier euh, sa carrière, sa création, l'amour et la liberté. Donc voilà, c'est tout ça. Lui, Maxime, privilégie sa carrière, mais en même temps, il n'oublie pas l'amour qu'il a pour Rebecca. Finalement, elle va rencontrer une forme d'amour platonique à travers un galériste qui s'appelle Jean Debourg et qui va l'amener vers des sommets. Et comme vous l'avez dit, il y a à côté d'elle un homme qui veille, qui est plus âgé qu'elle, qui a plus d'expérience et qui, lui, ne voit que son talent à elle et le désir, il a le désir de le faire connaître au monde entier et en particulier de la faire connaître aux États-Unis. Et donc, il la persuade de le suivre à New York, où là, Pierre Matisse, le fils d'Henri Matisse, vient d'ouvrir une nouvelle galerie. Et ce qu'il y a de merveilleux, justement, euh, c'est qu'à travers toutes les recherches que je fais, de trouver des synchronicités incroyables. C'est-à-dire que quand je fais débarquer mon héroïne à New York, eh bien oui, justement, Pierre Matisse ouvre sa galerie. Oui, justement, Georges Gershwin crée Rhapsody in Blue. C'est vraiment comme si le bon Dieu avait envie que j'écrive ce livre et les autres précédemment, c'était exactement pareil et me donne les choses que je cherche et dont j'ai besoin.
Ce sont les grandes rencontres, effectivement. Bon, on parlait de Gershwin, elle va tomber follement amoureuse de Rhapsody in Blue. Elle, Pierre Matisse, bien évidemment. Mais il y a aussi plein de petites rencontres, parce que moi, je voudrais qu'on parle de Charles, cet enfant Oui, le trisomique. trisomique. Il y a cet enfant, Charles, comme je vous expliquais, euh, Rebecca descend dans la maison et à un moment, quand ça va mieux dans son cœur, elle est capable d'ouvrir les fenêtres et les porte-fenêtres de l'étude de son père, dont elle, qu'elle transforme et dont elle fait son atelier. Donc, il est au rez-de-chaussée, elle ouvre les portes, elle s'ouvre symboliquement à la vie et la vie vient à elle à travers ce petit garçon qui s'arrête tous les jours sur le pas de la porte de son atelier avec sa maman. Et puis, au fur et à mesure, il pénètre dans l'atelier et Rebecca demande l'autorisation de peindre ce jeune homme, ce petit garçon, pardon, euh, qui, au fond, traduit aussi les blessures qu'elle a intérieurement. Voilà, et elle va se passionner pour lui et le peindre tous les jours, lui faire des portraits jusqu'au jour où cette maman et ce petit garçon ne viennent plus. Ils disparaissent sans explication. Voilà, mais elle va le retrouver. On va pas dire comment, mais Ah elle oui. va le retrouver. Autre personnage aussi important, c'est Khalil Gibran. C'est l'auteur du prophète. C'est quel... c'est un homme qui me suit ou que je suis, je ne sais pas. On m'a, euh, je racontais ça dans un précédent roman et j'écrivais Les chemins de Garveline et j'étais partie au fin fond de l'Espagne pour chez des amis en vacances pour écrire. Et j'avais emporté avec moi euh, Alice au pays des merveilles, Le Petit Prince de Saint-Ex, euh, voilà, des livres comme ça de philosophie, et L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et là, je me suis dit, tiens, c'est dommage, j'ai pas pris le prophète de Khalil Gibran. Je demande à mes amis espagnols qui me recevaient chez eux dans leur maison s'ils pensaient que je puisse trouver une librairie qui vendrait des livres en français. Ils téléphonent à plusieurs librairies autour de là où nous sommes et aucune ne connaît le livre. De temps en temps, je croise une librairie, je rentre, est-ce que vous avez des livres en français? Non, nulle part. La dernière librairie, avant de retourner prendre le bateau, je rentre dans une librairie et je demande, avez-vous des livres en français? On m'indique au fond de la librairie, je vais trouver des livres. Et donc, là, effectivement, je trouve des livres en français. Et puis, en bas, sur l'étagère des livres en allemand, je vois un petit livre, plus petit que les autres. Donc, je me baisse pour le ramasser et je regarde le prophète de Khalil Gibran en français. Bon, c'est tout ça pour vous. J'ai été un peu longue, pardon, pour vous dire que j'ai une vraie communication avec Khalil Gibran et qu'il me tombe toujours comme ça. Il m'est donné au moment le plus incroyable qui soit. Et là, justement, au moment où mon héroïne débarque à New York, Khalil Gibran est là, il occupe un atelier dans un building comme la Ruche à Paris, où tous les peintres se retrouvent. Et là, il y a un atelier disponible, mitoyen du sien, que mon héroïne va occuper grâce à son mentor, et grâce à Jean Debourg, qui lui a trouvé cet atelier. Et elle va donc faire connaissance avec Khalil Gibran. Et ils vont avoir beaucoup de conversations euh, et philosophiques, bien sûr, puisqu'il est l'auteur du prophète. Mais la grande révélation de mon roman, c'est que Khalil Gibran
est connu aux États-Unis pour être un peintre célèbre. C'est ce qu'on ne sait pas de lui ici. Voilà. Et donc, ils vont Effectivement, peindre oui. ensemble. Et Khalil Gibran, alors, la peinture de mon héroïne va évoluer tout au long du livre. Et au moment où elle investit l'atelier mitoyen de celui de Khalil Gibran, elle est en train de peindre des roses, des fleurs Mm. gigantesques, très sensuelles, très sexuelles. Et, euh, et elle croyait avoir inventé une rose noire qui n'existe pas. Non. Euh, Nulle part, on ne trouve de véritables roses noires. Et Khalil Gibran lui apprend qu'il existe en Turquie un petit village où pousse justement la rose noire. Voilà, merci Evelyne Dress. J'allais vous offrir un bouquet de roses noires, mais vous m'avez devancé. Merci pour ce roman, Je veux peindre et aimer. C'est à la fois une histoire, l'histoire d'une femme et d'une traversée dans un siècle bien particulier parce que je crois, c'est l'une des époques où tout s'est passé, tout est né. C'est vrai. Notamment dans le domaine de l'art, effectivement. Et puis, une belle héroïne pleine de tendresse, pleine de sympathie et d'empathie aussi vis-à-vis des autres. On a envie de l'aimer, finalement, votre Rebecca. Mais ça me fait plaisir, hein. Et j'espère, enfin en tout cas moi j'y ai mis tout mon cœur et comme je vous l'ai dit, c'est un peu de mon cœur que je dévoile. Merci beaucoup et puis à très vite. Alors, je veux peindre et aimer. Evelyne Dress, c'est aux éditions Glyph. Merci. Merci. Et j'oubliais, félicitations parce que vous avez reçu le prix du Salon du livre au Domal. C'était ce Tout à fait. week-end. Oui. Bravo. Merci, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir, en effet. C'est le premier prix que reçoit ce livre. Peut-être qu'il y en aura d'autres.